Le terrain d'entente, oui, c'était la nostalgie du monde traditionnel en France et dans d'autres pays en dehors de la France. Et c'est là que Jean-Marie s'est retrouvé dans de nombreuses contradictions, car il a été un ardent défenseur du colonialisme français, puisqu'il a combattu le mouvement de libération en Indochine et le mouvement de libération de l'Algérie. Car comme un breton traditionnel bien courageux, il s'est engagé dans la Légion étrangère à 2 reprises. Une fois pour partir en Indochine, il est revenu et il a été élu député, je crois que c'était en 1956, député poujadiste. Et alors qu'il était tranquille à l'Assemblée nationale, il s'est engagé à nouveau dans la Légion étrangère, ce qui n'est pas une partie de plaisir au club méditerranéen, pour l'Algérie. Et ce faisant, il se retrouvait donc dans une démarche de défense du colonialisme, alors qu'il aurait, en tant que breton, né dans un pays colonisé par la République jacobine, il aurait pu, au contraire, faire comme notre compatriote René Vauthier, breton de Camaret, qui devait être du même âge que lui d'ailleurs, combattre du côté du FLN. Bon, mais chacun fait ses choix historiques. D'autant plus que sa démarche politique depuis 1972 avec le Front National a consisté à combattre contre la perte de l'indépendance française et à combattre la décadence de la France, qui a perdu sa monnaie, ses frontières, quasiment son armée en grande partie, et ses lois qui sont contrôlées par Bruxelles. C'est-à-dire les quatre pieds de la table, qui sont les 4 pieds de l'État, les frontières, l'armée, la monnaie et la législation. Puisque l'Union européenne est une union euro-ricaine qui colonise l'Europe et en premier lieu la France. Donc tout ça, ce sont des contradictions qui sont celles de la vie et qui nous font avancer, quoi, évidemment. Mais Jean-Marie Le Pen ne le reconnaissait pas. Il restait, disons, entre guillemets, plutôt coincé dans sa démarche du passé des années 50. Son expérience en Indochine, en Algérie, et face à la perte des colonies contrôlées, face à la fin de l'Empire français, en fait, ce qu'on appelle la mondialité française, qui a cédé sa place quasiment totalement à l'Empire américain, donc à l'impérialisme américain. Ce qui, pour moi, comme je disais, peut être une bonne chose dialectiquement, car en créant l'Europe des États-régions et non plus des États-nations, les États-Unis pourraient très bien créer une nouvelle force qui pourra se retourner contre eux. Ça s'est vu très souvent dans l'histoire. Par exemple, justement en Algérie, l'Algérie n'existait pas en tant que pays comme aujourd'hui. Ce sont les Français, enfin de la République française, qui a créé des départements, structuré les peuplades différentes d'Algérie, parce qu'en 1830, l'Algérie c'était Alger.
pour créer les bases d'un État, qui est l'État algérien aujourd'hui. Mais ce faisant, ils ont créé une force, une unité, qui a viré la France ensuite. À mon avis, il y a plusieurs exemples comme ça à citer dans l'histoire. C'est ce qu'on appelle aussi l'effet hétérotélique. C'est-à-dire qu'on arrive au contraire de ce qu'on recherche. Par exemple, la monarchie en France a créé le centralisme, surtout avec Louis XIV. Mais ce faisant, la monarchie a ouvert un boulevard aux Jacobins, aux révolutionnaires français, bourgeois, qui ont bénéficié d'une force centraliste qui a viré la monarchie. Ça, c'est les contradictions de l'histoire, les contradictions dialectiques qui nous font avancer, car par définition, n'est historique que ce qui est d'abord politique, et n'est vraiment politique que ce qui est dialectique. C'est-à-dire que ce qui bénéficie de contradictions qui nous font aller de l'avant, et non pas de conservation. L'histoire ne fonctionne pas avec du conservatisme. C'était là, à mon avis, le handicap de Jean-Marie Le Pen et du Front National. Sa force, grâce à sa personnalité et son pouvoir charismatique, c'était de pouvoir réunir des gens extrêmement différents. Il avait un côté d'ailleurs fédéraliste, puisque son parti, le Front National, était organisé en fédération. Effectivement, il a regroupé des royalistes, des anciens fascistes, des anciens anarchistes, etc. Des socialistes, parce que les fascistes étaient des socialistes. On nous parle toujours de l'extrême droite du pétinisme, et nous vivons dans le règne de l'imposture et du mensonge permanent, du spectacle de la politique marchandise. Car les faits historiques sont bien là. Le maréchal Pétain a été nommé au plein pouvoir en 1940 par l'Assemblée nationale du Front populaire, à majorité de gauche, socialiste, et quasiment tous les membres du gouvernement de Vichy étaient anciens SFIO et radicaux socialistes. Je ne vois pas qu'il y a l'extrême droite là-dedans, à Vichy. L'extrême droite, comme mon père qui était royaliste, était à Londres avec Estienne d'Orve, le général de Gaulle, et le général avec Leclerc, etc. Bon, ça il suffit de vérifier, hein, tout se trouve sur Internet maintenant. N'en déplaise aux journalistes actuels qui cautionnent toujours le règne des canulars et des bobards. Le moindre pas de travers était récupéré et exploité au maximum pour discréditer ce personnage extrêmement gênant dans le jeu du mondialisme. Ici, nous faisons un art, non pas de bobard, mais archéo-futuriste. C'est-à-dire que nous nous référons au passé le plus lointain, aux valeurs de l'Antiquité, à projeter dans le futur. Parce que je pense effectivement que l'avenir en Europe appartient à la remise en valeur des repères les plus anciens dans le futur le plus lointain. Par exemple, là, on peut distinguer des menhirs en bas, de la fusée Ariane, des navettes spatiales, des cosmonautes en haut. Et entre les deux, nous avons Madame Hervieux, qui est députée de notre quartier à Montparnasse, qui est une vaillante bretonne,
très joli, qui a beaucoup de charme aussi. Nous défendons les repères archaïques comme nos valeurs futuristes. Je dirais pour la remise en valeur de la France réelle, de la France profonde. Là, on a des images justement de la Légion étrangère que j'ai servi au 5e RMP quand j'avais 19 ans, 20 ans, 21 ans en Polynésie. C'est un point commun que j'avais avec Jean-Marie Le Pen. Là, j'ai une toile avec Blaise Attao comme futur. Oui, là, j'ai le collage du livre d'Olian Mandrel, Blaise Attao, comme alternative au coca-colonialisme. Et là, c'est une toile avec mon ami le docteur Étienne de Châteaulin, qui était médecin psychiatre et qui a été un éminent révolutionnaire breton en créant avec d'autres camarades ce qu'on appelle le breton moderne. Il était le directeur des éditions Prédère. Et son dernier ouvrage était le dictionnaire de médecine en breton moderne. Il était d'ailleurs du même âge que Jean-Marie Le Pen, puisqu'ils étaient tous les deux de 1928. Nous avons une vision de l'histoire, non pas à court terme, mais sur la longue durée, à très long terme. C'est pour ça que même j'ai une longue vue là. J'ai une longue vue que j'ai récupérée dans l'affaire de mon père. Je voulais en faire un encadrement pour un de mes tableaux. Et nous regardons l'histoire dans le futur le plus lointain. C'est-à-dire qu'il avait énormément de qualités du monde traditionnaliste. Et il était très bien inspiré par une éducation très catholique chez les jésuites, une éducation de chevalier, comme au Moyen-Âge. Et comment il se sentait investi d'une mission pour sauver la France du passé qu'il voyait disparaître. Mais il était donc absolument pas progressiste, quoi. Il n'avait pas du tout d'influence, les influences que moi j'ai pu avoir, puisque j'ai une formation marxiste au Parti communiste, puisque ma mère, qui était socialiste, bien que mon père était royaliste, m'avait envoyé à l'école Karl Marx à Villejuif, quand nous habitions en banlieue sud. Et mon père, lui, m'envoyait au catéchisme chez le père Christian, juste à côté, enfin à 300 mètres de l'école Karl Marx. Voilà. Donc j'ai eu la chance d'avoir des influences différentes quand j'étais très jeune, ce qui m'a permis d'être élevé dans un esprit fédéraliste, d'union des contraires, et à considérer que la vérité est paradoxale. Jean-Marie Le Pen avait cette grande qualité d'être fidèle en amitié, car bien que n'étant pas d'accord, tous les deux, à chaque fois que j'ai eu besoin de lui, il était présent. Quand j'avais des ennuis financiers, il m'a acheté des tableaux, et ce qui m'a bien rendu service, jusqu'à une période très récente. Et moi, je l'ai rencontré déjà dans les années donc 60, et ensuite en 72, car en 72, 71, 72, je discutais
avec des gens d'ordre nouveau. Et pourtant, j'étais au PSU avec Henri Leclerc, qui était le PSU de Michel Rocard à l'époque. Henri Leclerc, qui est ici. J'ai fait cette peinture, ce tableau, quand il est décédé il y a quelques mois. Et j'étais à la Ligue des droits de l'homme aussi avec Henri Leclerc. Ce qui n'était pas du tout le monde de Jean-Marie Le Pen. Mais ça, c'est le côté paradoxal du fédéralisme, c'est de considérer qu'il faut tout pour faire un monde. Et nous, par exemple, nous insistons ici à Carvreise sur l'enseignement du breton moderne. C'est pour ça que notre vice-président, ici, est un noir d'origine sénégalaise, un Africain parfait bretonnant, Ernest Tamsir Olori, qui prépare son doctorat de breton à l'université de Rennes. Car nous considérons que ce qui fait la différence entre un breton et un autre européen, c'est uniquement la langue bretonne. Le reste, on s'en fout, puisque c'est la langue bretonne qui a maintenu la spécificité du peuple bréson, de Breizh national, régional en Europe, et non pas provincial en France. Les tenants du pouvoir colonial américain, du pouvoir cosmopolite, qui veut faire de la population française, pour la neutraliser, une population de, comment ils disent déjà, de métis, de créoles. Ceux qui veulent la créolisation de la France sont parfaitement, c'est clair, au service du pouvoir financier mondialiste, de manière à incapaciter les peuples homogènes qui peuvent être dangereux en se révoltant contre le nouvel ordre mondial. Mais Jean-Marie Le Pen était tout à fait d'accord, à ma connaissance, pour conserver quelques millions de musulmans français en France, à partir du moment où ils étaient français. Lui, il défendait, dans sa vision traditionnelle conservatiste de la France, et il défendait tous les Français, qu'ils soient juifs, musulmans, catholiques ou même protestants. Pourtant, lui était un catholique traditionnel. Jean-Marie Le Pen, je crois, parlait de l'immigration contrôlée. Alors que Georges Marchais ne parlait pas d'immigration contrôlée, il était pour l'immigration zéro. Il fallait arrêter l'immigration. Et Jean-Marie Le Pen n'a jamais cautionné la destruction au bulldozer d'un foyer Sonacotra, comme ça s'est passé à Vitry en 1980. Donc il y avait des similitudes dans la démarche populaire de Jean-Marie Le Pen et de Georges Marchais. La nationalité française a été distribuée à tout va par les tenants du pouvoir mondialiste de manière à rendre, dirais-je, incapables les peuples de France. Je dis les peuples de France, parce qu'il y a entre les Corses, les Bretons, les Basques et les Alsaciens, il n'y a pas beaucoup de points communs, à part la langue française moderne enseignée dans les écoles de la République pour faire l'unité, à partir du 19e siècle. Alors ce qui tend à disparaître maintenant, puisque les jeunes ne sont plus capables de parler un français correct. Ils parlent plus facilement l'anglo-américain maintenant que le français. Ça a été très rapide. Là, il n'était pas du tout, pro-européen. Il ne voyait pas du tout l'opportunité de créer un nouveau pays, surtout une nouvelle France, qui, d'un point de vue justement patriotique, pourrait, en devenant un exemple, un modèle fédéral des régions pour la Grande Europe, rétablir la langue française comme l'autorité en Europe.
je ne dis pas l'État, la langue de l'État, parce que j'aime pas le mot État, qui en français est synonyme de bureaucratie et souvent de dictature insidieuse. Je dis l'autorité, hein, la société étant l'espace de liberté, et différente donc de l'espace d'autorité. Mais l'autorité européenne pourrait très bien être francophone si la France devient un modèle fédéral, hein, une république fédérale exemplaire pour la grande Europe. Ah, ils se fermaient. Ils se renfermaient en disant ça ne marchera pas. Alors moi je citais l'exemple de l'Allemagne, de la Suisse, etc. Ils disaient mais c'est eux, en France, ça ne marchera pas. Et ils se persuadaient du contraire. Ce qui était très agaçant chez lui d'ailleurs. Hein. C'était un homme du passé. Hein, il était né en 1928, donc il avait connu au moins 3 guerres. La guerre de 39-45, la guerre d'Indochine, à laquelle il a participé. Même dans les années 40, il a participé à un coup de la résistance dans le Morbihan. Et ensuite l'Indochine, ensuite l'Algérie. Bon, il restait complètement en contradiction là. Et comme disait Bossuet, Dieu se rit des hommes qui se plaignent des effets et qui en chérissent les causes. C'est ce que je lui avais sorti 2 ou 3 fois. Et comme je le dis avec ma longue vue, je pense qu'au XXIe siècle, évidemment, je ne le verrai pas, mais ce qui est souhaitable, c'est une grande Europe de Brest à Vladivostok, avec les USA, le Canada, pour devenir une grande fédération du nord de la planète, pour survivre, puisque autrement nous serons totalement noyés sous l'invasion des populations du sud de la planète Terre. Il ne faut pas oublier que les Africains sont 1,5 milliard dans quelques temps, à côté des Indiens des Indes, des Chinois, et qu'ils représenteront au moins la moitié de la population mondiale. Il était conscient de certaines choses, mais en même temps, les solutions qu'il proposait n'étaient pas du tout, à mon avis, de bonnes solutions pour remédier au problème de la surpopulation mondiale. Il voulait conserver une France du passé. Il fallait proposer une nouvelle révolution française, hein, de peuple du localisme et non pas du centralisme. Hein. Moi, j'ai proposé, il y a une vingtaine d'années, lors d'élections cantonales chez moi à l'Anilis, un programme fédéraliste avec une Bretagne, non plus des communes, mais des cantons, hein, comme aux USA, des cantons regroupés en régions, et pouvant devenir exemplaires pour une France nouvelle, modèle pour l'Europe, comme je le dis souvent. À ce moment-là, un canton et une région fait ses propres lois, c'est l'autonomie interne. Une région s'occupe de tout, de toutes ces lois, sauf de l'armée, de la monnaie et de la politique étrangère. Voilà. Il faut une monnaie unique comme l'euro ou le dollar, une armée évidemment unie et uniforme, et une politique étrangère cohérente. Hein. Et non pas comme dans l'Europe actuelle, qui est menée selon chaque État-nation, selon son bon plaisir. C'est ce qui entre souvent en contradiction avec les initiatives des voisins de la France, hein, ou de l'Allemagne ou de l'Italie, etc. Et ils voyaient la France comme une puissance sur le modèle de la puissance américaine, quoi, à l'époque. Mais sans en adopter évidemment la Constitution, en restant centraliste jacobin et non pas fédéraliste. Donc la Renaissance passe par la vérité, la recherche de ce qui est vrai, du bon, du beau, comme disait Platon,
c'est-à-dire du spirituel, que les catholiques appellent le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et d'autres spiritualités dans le monde, comment Osiris, Isis, Horus, ou Mitra, Varuna, Ahriman, etc., etc. C'est quelque chose qui touche toute l'humanité. Si l'humanité est décadente, la Renaissance ne peut être que mondiale. Et comme le système qui provoque la décadence est mondial, les outils de la Renaissance le sont aussi. C'est-à-dire que le capital qui gouverne le monde, c'est-à-dire les banques, les banksters, sont dans un taux de profit actuellement en négatif. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire évoluer le système capitaliste qui est né au XIIIe siècle. Donc ce système arrive à sa fin, objectivement, puisqu'il ne peut plus se prolonger. Donc on est dans une période de transition et nous allons, de toute évidence, vers un nouveau système de production, qui n'est pas l'esclavagisme comme dans l'Antiquité, ni le féodalisme comme au Moyen-Âge, ni le capitalisme à partir de la fin du Moyen-Âge, mais nous allons vers quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que ça sera, comme le disait Socrate, cité par Platon, une communauté au pouvoir qui vivra dans sa formation philosophique sans argent, en remettant la formation économique au pouvoir actuel à sa place, c'est-à-dire comme l'indique la tradition en Inde, les vaishyas, les commerçants, en bas de la hiérarchie avec les shudras, les producteurs, et en dessous les kshatriyas, les chevaliers guerriers, qui sont eux-mêmes en dessous les brahmanes, la communauté philosophique vivant sans argent, et donnant un sens spirituel par son contact avec le plan divin à l'ensemble des sociétés. L'histoire, c'est long. En 1942, Roosevelt, après s'être réjoui de la défaite de la France en 1940, en 1942, l'armée américaine a été envoyée pour débarquer à Oran. 2 ans avant 1944, elle a débarqué en Algérie avant de débarquer en Normandie. Donc c'est assez long à l'échelle d'une vie humaine, mais à l'échelle de l'histoire, c'est très récent. Le système américain, actuellement, arrive à ses fins à nous créer une Europe américaine, ce qui peut être excellent. Il faut faire du judo. Il faut voir le bon côté et rester optimiste. Merci, Lambert Tilnon.